Professeur, nous allons entamer un autre volet de vos thèses, parce que nous essayons de comprendre la portée de vos travaux et leur impact sur nos économies, sur notre environnement. Alors, vous parliez de la monnaie humaine, et nous avions constaté qu'il y avait 3 tomes sur la monnaie humaine. Est-ce que vous pourrez nous parler de ce que c'est que la monnaie humaine? Parce que c'est nouveau pour nous, une monnaie qui est humaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de la monnaie humaine, professeur? Ben, c'est simple, hein? Une monnaie est humaine quand elle est au service de l'être humain. Okay. Prenez le manifeste du symposium de Cotonou de 2010, novembre 2010. J'ai toujours dit aux chercheurs, même l'année dernière au colloque, je leur ai dit, vous avez le manifeste du symposium de 2010. 1, c'est votre constitution. 2, c'est votre Bible. 3, c'est votre Coran. Voilà. Parce que par rapport à la monnaie, vous prenez la recommandation numéro 9. Voilà. Page 9. Il est dit ceci. La levée des goulots d'étranglement financier qui empêche les États de bien payer leurs fonctionnaires est un objectif prioritaire. Ça y est dans la part. Donc ça veut dire que la monnaie n'est pas utilisée pour répondre au bien-être des populations. Elle est utilisée pour faire des citoyens des esclaves financiers. Prenez la Bible. Verset 27. Ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. Prenez le Coran. Sourate 2, verset 86. Si votre débiteur est dans la gêne, attendez qu'il soit en mesure de vous payer. Si vous pouvez lui remettre sa dette, ce serait plus méritoire pour vous si vous le saviez. Fin de citation. Mais là, on cherche à mettre l'argent au service de l'homme, de l'être humain. Le contraire, on le transforme en esclave financier. Voilà. Et on dit souvent que les arriérés de salaire, les dettes, bon, on appelle ça créance. Pour moi, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une autre définition de créance. Vous ne pouvez pas être créancier si vous n'avez rien signé vous-même. Or, on dit, vous avez des créances sur l'État. Mais pour accéder à ces arriérés, c'est la croix et la bannière. Et souvent, on n'était même pas compte. Vous pouvez envoyer 1000 correspondances, eh bien, 1000 peines perdues. Voilà. Donc l'argent n'est pas au service de l'homme. Il faut faire en sorte que l'argent... Alors c'est pour ça l'encométrie propose le soïsme, social-humanisme intégral, où l'argent est au service de l'homme pour son épanouissement intégral. C'est ça, pour son épanouissement intégral. Je n'ai personnellement pas ces problèmes, Dieu merci. Mais quand je vois autour de moi des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, parce que ils doivent, mais on ne paye pas. Et il y en a qui meurent sans toucher leurs droits. Tout salaire, tout travail mérite un salaire, mais on ne paye pas le salaire parce qu'on a le pouvoir. Et ça, tôt ou tard, ça se paye mal. Ça se paye mal. Voilà. Professeur, donc cela est dû à certains goulots d'étranglement. Parce qu'on peut comprendre, il y a des goulots d'étranglement dans certains domaines qui empêchent un certain nombre de facteurs. Alors, je pense que vous avez réfléchi au lever de goulots d'étranglement. Est-ce qu'il y a des solutions pour la levée des goulots d'étranglement dans ce facteur, dans ce secteur-là qui est aussi important pour la survie de l'humanité, pour la survie des personnes qui vivent avec nous, qui sont autour de nous, qui sont dans le monde? Oui, bon, alors j'ai dit l'encométrie ne vient pas pour imposer quoi que ce soit. Ouais. Il y en a qui me disent que la meilleure façon de lever les goulots d'étranglement, il faut créer des partis. Vous avez un parti politique et vous luttez pour lever. Mais en règle générale, combien de partis existent en Côte d'Ivoire, en Afrique? Tous les jours, on en crée. Oui. Mais le goulot d'étranglement, au lieu de disparaître,
Ils sont toujours là. Au contraire. Ils se multiplient peut-être. Et quel que soit le régime qui vient, quel que soit le gouvernement, le goulot d'étranglement s'accroît à un rythme incontrôlable. Alors c'est pour ça que l'Indécamétrie a proposé au sommet des chefs d'État, en 2007, à Accra, la création d'un gouvernement continental de consensus. C'est un document d'orientation que nous avons proposé. À la page 2, il est dit que ce gouvernement de consensus doit utiliser les instruments indécamétriques. Voilà. Une banque centrale, des budgets, inter-États, etc., etc. Mais dans notre optique, ce gouvernement mondial, on a ajouté panafricain. Oui. Parce qu'on suppose que nous sommes à l'époque de la mondialisation. Oui. On ne peut pas parler de panafricanisme pensant seulement que c'est les Africains qui doivent bénéficier des retombées du panafricanisme. C'est le monde entier. Voilà. Le monde entier, les Africains sont partout aujourd'hui. Et comme Yangoran le disait à quelques jours de son décès, partout dans le monde, l'Africain est au bas de l'échelle. Donc, un gouvernement panafricain doit faire en sorte que partout dans le monde, l'Africain se porte digne. Alors, pour ça maintenant, quel est le rôle que le gouvernement panafricain va jouer? Nous savons que les États membres de l'Union africaine sont justement victimes des goulots d'étranglement. Donc la première des choses à faire, c'est d'inviter tous les chercheurs qui ont créé des produits qui sont positionnables sur le marché mondial, qui rapportent plus que sur le marché national. Utiliser une partie de ces revenus pour contribuer à la réduction des goulots d'étranglement. Au lieu de dire on va créer un parti pour... moi, je n'ai jamais été pour ça. Je dis il faut faire confiance aux produits, aux chercheurs. Il ne s'agit pas de trouver n'importe quoi. Ce qui ne rapporte pas n'est pas intéressant pour un pays. Il faut positionner sur le marché mondial, sur les créneaux mondiaux et internationaux, ce qui peut rapporter et utiliser une partie des revenus générés pour réduire le goulot d'étranglement. Faire en sorte que la stag croissance disparaisse. Parce que la stag croissance, c'est quoi? C'est l'économie de la paresse. C'est tout. Okay. On a vu des ingénieurs veulent fabriquer un portable pour eux. Et on dit non. On va nous donner des portables plus, mais ça coûte plus cher. D'ailleurs, vous l'avez dit dans votre... Voilà. Professeur, vous voyez un peu, on nous amène vers une acceptation de la facilité. Alors, je vais me retourner, il faut vous laisser souffler un peu, me retourner vers le professeur Abbé, qui est aussi universitaire, professeur titulaire à l'université Alassane Ouattara, c'est ça, de Bouaké, et qui a aussi sa lecture, sa vision de la stag croissance en matière de recherche. En tant qu'universitaire, est-ce qu'il n'était pas mieux pour nous, en Afrique, où les moyens sont rares, d'orienter les travaux de recherche vers des objectifs qui peuvent valoriser le quotidien des Africains? Quelle est votre lecture à ce niveau? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs, mais rares sont ceux qui trouvent. On a beaucoup de chercheurs, mais les chercheurs qui trouvent sont rares. Et quand ils trouvent, quelle exploitation on en fait? Est-ce qu'on se donne les moyens de mettre en évidence les recherches de ces travaux pour améliorer les conditions de vie des hommes ou de nos populations? Je ne sais pas quelle est votre lecture. Merci bien, M. Memel. Cette question que vous posez est une question programme. C'est-à-dire, si on veut effectivement se mettre
à développer cette question, ça nous prendra un bon moment. Mais comme nous sommes sur le plateau, je pense qu'il faut aller juste à l'essentiel. D'abord, elle est en lien avec la stade croissance dont a parlé le professeur Diabaté Moustapha. La stade croissance est une théorisation de l'absence de production dans un pays donné. Et c'est pour cela qu'il a parlé d'une société de la paresse. Parce que, dites-vous, en termes d'activité proprement économique, il y a un processus à suivre. Ce processus, c'est lequel? Il y a la production, les échanges et puis la consommation. Quelle est la position des Africains? Bon. Est-ce que nous produisons véritablement? La consommation, ça c'est une évidence parce que si on ne consommait pas, on ne serait plus en train de vivre. Mais là aussi, je crois qu'il faut avoir du recul pour une analyse critique approfondie. Parce que vous-même, vous avez dit tout à l'heure, ceux qui cherchent et qui trouvent, on cherche, on n'en trouve pas. Mais est-ce qu'il y a un bilan qui est fait? Ça, c'est une question que je me pose. Moi, je n'ai pas d'éléments de réponse pour m'inscrire dans une position radicale. Parce que nous avons ici en Côte d'Ivoire beaucoup de structures de recherche. Mais quel est le bilan de ces différentes structures? Moi, je n'en sais rien. Et en tant qu'universitaire, il faut dire que s'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de promotion pour le chercheur. Il n'y a pas de promotion pour l'enseignant ou l'enseignant-chercheur. Or, en Côte d'Ivoire, ici, lorsque nous allons au CAMES, je n'ai pas effectivement d'éléments statistiques, mais la Côte d'Ivoire n'est pas au dernier rang. Cela veut dire qu'il y a la recherche dans nos universités. Il y a la recherche dans nos institutions de recherche. Alors la question que je me pose, je continue de me poser, quel est le bilan? En Côte d'Ivoire, effectivement, le bilan n'est jamais porté à la connaissance du grand public. Oui. Pour dire qu'effectivement, les Ivoiriens font de la recherche ou ils n'en font pas. Donc la question est là. Mais ce que je puis dire, c'est qu'il faudrait que la recherche soit soutenue, financée et valorisée pour qu'on sache qu'est-ce que nous sommes en train de faire et qu'est-ce qui peut nous faire avancer pour sortir effectivement de cette léthargie qui est la stade croissante. Je voulais vous accompagner en même temps dans ce que vous dites. Nous étions à la présentation des vœux au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, à la CNRA, Centre national de recherche agronomique, à Diapo-Doumé, et nous avons été surpris d'un prix qui a été donné à un Ivoirien chercheur, dont j'ignore le nom aujourd'hui, c'est peut-être abbé ou docteur, qui a été reconnu au plan mondial. C'est un prix mondial en matière de véhiculture, de développement des véhicultures, qui lui a été donné à l'extérieur de ce pays-là, où plusieurs pays avaient proposé des travaux de recherche. Et ce travail de cet Ivoirien a été primé à l'échelle internationale. Fort a été notre étonnement que ce soit à cette séance-là que nous découvrons qu'un Ivoirien a été primé au plan international. Ça fait mal au cœur de savoir qu'on n'a pas pu donner l'information au monde scientifique et universitaire. Ce n'est qu'à cette présentation de vœux qu'on l'a su. Quelle suite va être donnée à ces travaux pour faire bénéficier la Côte d'Ivoire d'un certain nombre de retombées? Est-ce que ça rentre dans l'oubliette ou ça reste dans les tiroirs de la CNRA ou bien d'autres choses? C'est pour cela qu'en fait, nous devons pouvoir comprendre qu'il y a un effort à faire pour éviter la stag croissance. Je pense que cette stag croissance, elle doit faire l'objet d'un effort de lever de ces difficultés, de ces barrières. Professeur Diabaté, je me retourne vers vous. Professeur Abbé, je vais redonner la parole au professeur Diabaté. Sur la base d'un tel exemple, alors comment vous percevez cela pour
endiguer ce fléau qui est. Nous n'avons pas les statistiques, selon le professeur Abbé, c'est juste. À preuve, ce que nous avons découvert à la CNRA était nouveau pour nous. Vous êtes indicamètre, vous savez, vous avez une science qui permet de voir et de valoriser les retombées de toutes ces découvertes et de ça. Quelle est votre lecture? Non, pour moi, c'est simple. Hein. L'homme politique choisit toujours ce qui lui rapporte le plus. C'est tout. C'est ça. Vous avez... pourquoi moi, je rejette toujours les contributions financières? Voilà, on m'a proposé toujours les milliards, mais j'ai toujours refusé parce que je veux produire moi-même. C'est ça. Mais si on vient me dire, alors, vous voulez construire tel modèle pour faire ceci, c'est pas la peine, moi je te donne 100 millions. À condition que tu intègres telle variable dans ton modèle. Or, moi, ce n'est pas ce qui correspond. Voilà. Alors pourquoi je vais prendre les 100 millions? Par contre, l'acteur politique, il peut prendre les 100 millions parce que ça va lui permettre de répondre à ses besoins personnels d'abord. Et ensuite, ça va lui permettre de faire... Mais ce qu'il va faire avec, ça ne correspond pas aux besoins du pays. C'est ça la différence. C'est ça la différence. D'autres parleront du taux de commission, combien je vais gagner là-dedans. Dans l'instant où vous posez cette question-là, combien je vais gagner là-dedans, le jeu est faussé. Il s'agit de résoudre le problème des pays. Voilà. Professeur, merci pour cette approche. Est-ce que vous pouvez nous donner votre mot de fin sur la déshumanisation des relations et l'impact de la monnaie? L'impact de la monnaie dans les relations humaines en Afrique et dans le monde. Quelle lecture vous faites? Vous en avez parlé, mais quel est votre mot de fin vers cette lecture? Bon, mais l'impact de la monnaie, il est important. Mais tout dépend de ce qu'on fait de la monnaie. Il y a un grand professeur, William Burroughs, qui disait qu'il paraît que la monnaie mène le monde. Et William disait, mais ça dépend de quel monde. La monnaie, il y en a qui disent, au niveau politique, il y a des hommes politiques qui disent, j'ai hais les finances. J'ai hais les finances. C'est-à-dire, ils rejettent les finances comme moyen de domination de l'homme, par l'homme. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Tout dépend de l'utilisation qu'on fait de la monnaie. Voilà. Si on met la monnaie, on tourne l'argent vers l'homme, il n'y a pas de problème. Mais si l'argent est utilisé contre l'homme, alors, c'est ce que je dis, ne soyez pas surpris qu'il y a des crises. Vous aurez beau faire, les crises vont venir. Okay. Voilà. C'est ça. Ok. Professeur, si c'est votre mot de fin sur ce volet-là qui nous a permis de voir des formules de l'indicamétrie, nous avons été dans le sens de la monnaie, nous avons été dans le sens du développement, vous nous avez expliqué la formule. Et je pense que nous n'en serons pas à ce dernier stade-là. Nous allons pouvoir, dans les prochaines éditions, revenir encore sur certains travaux qui ont été faits par vous et votre entourage. Vous avez un dernier mot pour que nous puissions lever cette séance de rencontre que nous avons? Bon, ben, mon dernier mot, c'est que nous devons continuer maintenant dans la direction qui vient d'être prise. Et je dis que nous devons nous référer à votre première déclaration. Faire en sorte que tous ceux qui ont produit un article ou un ouvrage, ou même une certaine contribution sur l'indicamétrie, alors viennent faire enregistrer. C'est quoi? Et chaque production doit faire l'objet d'un échange, comme nous venons de le faire. Et à partir de ce moment-là, la Côte d'Ivoire comme l'Afrique vont s'auto-propulser au grand étonnement de tout le monde. Voilà ce que je peux dire. Merci, professeur Moustapha Diabaté.
Vous êtes l'inventeur de l'indicamétrie. Nous sommes heureux, nous avons été très heureux de vous recevoir avec le professeur Abbé cet après-midi au studio Nkoukou-Adio du Campus Monde, qui est la chaîne de l'éducation, la chaîne de la recherche et de l'innovation. Et c'est sur ce mot d'espoir, cette note d'espoir que vous donnez à l'attention des différents indicamètres du monde et d'Afrique, que nous vous disons merci. Et nous disons, chers téléspectateurs, merci et à très bientôt.